Hello tout le monde, salam alaikum, bonjour. Je suis Osra Youssef, le président du club informatique et votre formateur aujourd'hui. La formation est bien sûr au sujet de l'initiation à la programmation. Pour les gens qui étaient absents cette semaine, ceci est un récapitulatif de tout ce qu'on a fait du lundi au vendredi. Bien sûr, nos séances c'est chaque jour à 19 heures au département Matafon, qui se trouve justement à côté de l'amphi 450. Dans la salle, c'est C13, c'est au premier étage. Vous êtes tous le bienvenu. Bien sûr, la formation est gratuite et ouverte à tout le monde. Bien, passons maintenant au vif du sujet. Eh bien, la formation, c'est au sujet de la programmation. Posons tout d'abord quelques définitions de base. C'est quoi la programmation? Eh bien, la programmation, c'est un ensemble d'instructions qu'on donne à l'ordinateur via le clavier dans un langage humain tel que le langage C, qui sera le sujet principal du cours, le langage C++, le langage Java ou Python, HTML, CSS et plein d'autres langages qui sont contenus ensuite dans un fichier nommé code source qui va être traduit par le processeur vers un langage machine. Car oui, l'ordinateur ne comprend pas l'alphabet humain. Lui, il ne comprend que les 0 et les 1 du langage binaire et le langage hexadécimal. Et c'est cette traduction qu'on appelle compilation qui va le permettre d'exécuter le code et avoir le fichier .x qui applique justement les instructions qu'on a fournies lors de notre programmation, qui, je le rappelle, sont des instructions qu'on tape dans l'ordinateur par le clavier dans un langage. Dans notre cas, ce sera le langage C. Bien, passez maintenant cette définition. Je vais vous donner quelques motivations pour vous encourager à apprendre à programmer. Déjà, pourquoi apprendre à programmer? Tout d'abord, je pense que pour tout ingénieur, il est indispensable de connaître la programmation. C'est pour ça que dans tous les cursus d'ingénierie, que ce soit dans le royaume ou en France ou ailleurs, la programmation est toujours incluse dans les programmes scolaires. J'espère vous initier maintenant le plus tôt possible, car ce n'est plus maintenant une science qui aide les autres sciences, mais plutôt une discipline à part entière, qui va vous permettre, entre autres, d'apprendre à penser, apprendre à réfléchir de manière plus construite, de manière plus logique, de vous donner un pouvoir d'argumenter encore plus vos salaires lors des entretiens d'embauche. Ça vous permettra aussi de donner vie à vos concepts et vos idées les plus farfelues. C'est un point très important pour tous ceux qui ambitionnent d'être entrepreneurs plus tard, comme je le suis aussi. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure personne pour donner vie à vos idées que vous-même. Passez par l'intermédiaire d'un programmeur, il va mettre sa touche personnelle, détruisant ainsi l'authenticité de vos idées. Donc, il est nécessaire d'apprendre à programmer. D'autant plus qu'il est nécessaire d'apprendre à écrire. Passer par quelqu'un pour écrire nos idées, c'est exactement la même chose que passer par quelqu'un pour programmer nos idées. Un exemple de donner vie à vos concepts, eh bien, c'est créer votre site web. Et c'est par la programmation que vous arriverez à cette fin-là. D'autant plus que la programmation, elle vous donne un outil très important et une qualité très importante qui est votre indépendance. Vous pouvez travailler depuis le confort de votre chambre avec personne pour vous dire ce que vous devez faire ou pas. Vous travaillez quand vous le voulez, quand vous le sentez. Ça vous donne un choix de carrière, donc de freelance. Et tout ce que vous travaillez, c'est vous qui le récupérez, contrairement aux efforts dans l'industrie qui sont principalement récoltés par les business owners. Aussi, cette programmation va vous permettre que vous initiez un tout nouveau concept qui est vraiment à la mode dans le domaine d'ingénierie en général en ce moment. Eh bien, c'est la data science.
La data science qui est pour moi une définition de raconter une histoire à travers les données. Et cela par un outil principal qui est la programmation. Puisque celle-ci, elle permet d'exploiter la puissance calculatrice de calcul de l'ordinateur qui est supérieure à 10 millions de fois de celle de l'humain. C'est bête donc pour un ingénieur de calculer avec sa tête, alors qu'il a à sa disposition une machine qui fait ce job-là 1 million de fois mieux que lui. Et c'est par le biais de la programmation que vous pourrez exploiter cette puissance. Bien, passons maintenant au premier tutoriel que j'ai fait en classe. C'était l'installation de ce que vous voyez en face de vous. L'interface que vous voyez, eh bien, c'est CodeBlocks. C'est quoi CodeBlocks? C'est un IDE. Un IDE, c'est un environnement de développement qui va vous permettre non seulement de écrire votre code et l'instaurer dans un code source, en plus d'être compilé et en plus de débugger. Ça veut dire quoi débugger? Un débugger est un outil qui permet de chercher des bugs dans votre code. C'est quoi les bugs? Les bugs, une traduction vers le français, ça veut dire un insecte. C'est une métaphore pour dire que votre code contient des erreurs. Quand vous êtes débutant, il est très normal de faire plein d'erreurs, surtout liées à la syntaxe, liées à la logique en général. Mais c'est pas grave, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je vais maintenant passer à comment télécharger ce logiciel. Donc, je vais ajouter une petite capture d'écran. Voilà, ok. Écran un. Voilà, c'est bon. Bien, ici, ça, c'est juste l'interface qui me permet de télécharger ce que vous voyez à l'écran. Euh, donc, pour télécharger CodeBlocks, vous ouvrez votre navigateur. Dans mon cas, c'est Google Chrome. Vous tapez tout simplement code espace blocks, CODEBLOCKS, et vous cliquez sur Entrée. Ensuite, vous tapez ici, premier résultat. Vous allez vers Downloads et vous choisissez le premier choix qui est Download the Binary Release. Et c'est là l'étape la plus cruciale. Il faut bien choisir la version à télécharger. La bonne version, eh bien, c'est celle-ci. C'est CodeBlocks 1712 min.jw setup.x. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est elle qui va contenir le compilateur. Les autres versions ne le contiennent pas. Et arrivé à l'étape d'exécuter votre code, eh bien, vous aurez l'erreur que le compilateur n'existe pas. Donc, il est indispensable de télécharger. Donc, je disais qu'il fallait télécharger cette version-là. Pour cela, il suffit de cliquer ici. Et hop, on aura le téléchargement qui va commencer. Mais puisque moi, j'ai déjà téléchargé CodeBlocks, eh bien, c'est simple. Je vais juste l'utiliser maintenant. Mais pour vous, c'est simple. Vous attendrez la fin du téléchargement. Il suffira de cliquer sur Next. Donc, toutes les étapes sont rien touchées. Il n'y a rien à modifier. Tout est par défaut installé. Le seul point le plus important, c'est de bien vérifier que c'est cette version-là, 1712 min.jw.x, setup.x. Voilà. Donc, après avoir fait tout cela, vous ouvrez CodeBlocks et vous aurez cette fenêtre aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fenêtre? Eh bien, il y a ce bouton-là qui est important. On va pas s'attarder sur le reste, puisque c'est secondaire pour nous maintenant. Donc, on clique sur Créer un nouveau projet, Create a new project. Il faut choisir Console Application. Il faut cliquer ici sur Go. On peut faire ce Skip this page next time pour gagner du temps. Là, on nous demande de choisir notre langage, soit C, soit C++. Puisqu'on va travailler sur un langage C, eh bien, on choisit ici. Et pour le titre du projet, il suffit de mettre un nom aléatoire. Comme c'est notre premier programme, on va l'appeler premier programme. Je vous conseille aussi de spécifier
un endroit, un nouveau dossier où on va sauvegarder nos codes sources, ça veut dire nos programmes en langage C. Choisissez un emplacement comme par exemple le disque local D. Créez un nouveau dossier dans ce disque local qu'on va appeler programme en C. Programme en C. C'est entré. Voilà, on a créé ce nouveau dossier-là. On clique sur OK. Donc tous nos codes sources de ce projet-là seront sauvegardés dans ce dossier pour ne pas avoir du code éparpillé partout dans l'ordinateur. Là, je clique sur Next. Ici, je ne touche à rien. Il faut vérifier que c'est bien ça, GNU GCC Compiler, c'est notre compilateur. Et on clique sur Finish. Et voilà, on a maintenant cette fenêtre-là. Et là, on va découvrir c'est quoi le code minimal classique dans tous les langages, mais écrit en langage C. Il est par défaut écrit sur CodeBlocks. Donc il suffit de venir sur cette plus là et cliquer dessus. Vous aurez ce main.c. Vous cliquez deux fois et voilà. Ici, c'est le code minimal. On a plein de petits mots et d'expressions qu'on ne connaît pas encore, mais on va l'expliquer maintenant, c'est pas grave, on est là pour ça. Tout d'abord, on va voir ce qu'il va faire ce code minimal. Pour savoir ce que fait un code, eh bien, il faut l'exécuter, ou plutôt ordonner à l'ordinateur d'exécuter les instructions contenues dedans. Pour exécuter sur CodeBlocks, eh bien, il faut cliquer sur ce bouton-là, Build and Run. C'est un engrenage avec un petit play vert juste au-dessous. On clique dessus et on aura une fenêtre qui va appliquer le code. Il faut juste attendre et voilà, c'est bien. Si vous avez ça, ça veut dire que vous avez bien téléchargé et bien installé CodeBlocks sans aucun problème. Vous avez cette expression Hello World avec un point d'exclamation. Et après, il vous dit Process Return 0. Execution time, c'est le temps qu'a pris l'ordinateur à exécuter ces instructions. Et il vous dit Press any key to continue. Ces lignes-là, ils s'affichent quand l'ordinateur, eh bien, il a terminé l'exécution de votre code. Ici, on a juste un seul résultat, c'est cette ligne-là avec Hello World. Après, il nous dit qu'il a fini cette instruction avec ce temps-là. Et il nous dit de press any key to continue. Ça veut dire vous appuyez n'importe quoi. Et cette fenêtre va se fermer. Bien. Revenons maintenant à ce code minimal. En se rappelant bien que son job, eh bien, c'est d'afficher le message Hello World, point d'exclamation, sur l'écran. Bah, notre premier job sera de détecter où se trouve cette instruction qui va permettre cela. Je pense que c'est clair que c'est celle-ci, puisque c'est la seule ligne qui contient Hello World, avec un point d'exclamation, pardon, et un anti-slash, c'est le contraire de slash, c'est symétrique à slash, c'est comme un slash dans un miroir, et un petit n. Tout cela écrit entre deux guillemets qui sont eux-mêmes inclus dans des parenthèses précédées d'une expression qui est printf. Ceci est donc la ligne qui a ordonné à l'ordinateur d'afficher à l'écran Hello World. C'est bien. Là, c'est juste avec un sens commun, sans aucun knowledge sur la programmation, on a pu détecter cette ligne, juste par pure logique. Mais passons maintenant sans transition à ce que chaque ligne signifie. On va commencer tout d'abord par les deux lignes en vert, qui commencent par un dièse, par le mot include, par le signe plus petit, par le mot stdio.h et par le signe plus grand. Tout d'abord, chaque symbole, que ce soit dièse, que ce soit les parenthèses, que ce soit les virgules, que ce soit les guillemets, que ce soit n'importe quel symbole qui se trouve dans votre clavier, eh bien, il est fait pour que l'ordinateur reconnaisse ce que le mot après a comme rôle. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'ordinateur, il ne comprend que les 0 et les 1. Ça veut dire il faut tout lui spécifier. Donc, utiliser include précédé d'un dièse est différent d'utiliser include
pas précédé d'un dièse, mais autre chose. Donc les symboles là, ils sont pour spécifier et pour faire comprendre à l'ordinateur que chaque mot, il a cette fonction-là dans ce cas-ci. Et pour un autre symbole, pour un autre signe, elle aura une autre fonction. Donc il faut voir ces symboles-là comme une syntaxe qu'on utilise en programmation pour spécifier la fonction des mots. Bien. Donc, quelle est la fonction de include dans ce cas-là avec stdio.h? Eh bien, ces deux lignes-là, deux premières lignes, ils ont la même fonction. C'est, donc je vais écrire ici pour que vous ayez une trace, inclure. Ça s'appelle déjà des directives de préprocesseur. Préprocesseur. Et c'est quoi? Eh bien, ce sont des commandes qui, qui ordonnent à l'ordinateur d'inclure, comme leur nom l'indique, d'inclure euh, du code pré-compilé. Ça veut dire quoi pré-compilé? Ça veut dire c'est un code qui est déjà traduit en langage machine et prêt à être utilisé. Il ne va pas être traduit avec votre code. Il est déjà compilé, il est prêt à être utilisé. Pourquoi on inclut ces, ces commandes-là qui sont regroupées sous forme de bibliothèques? On dit que ce sont des bibliothèques de code préprogrammées. Comme je le dis et je le répète, l'ordinateur ne connaît que les zéros et les 1. Donc, chaque chose qu'il va faire, euh, qui, qui, qui sort de ces zéros et des 1 classiques et des opérations de base qui sont plus multiplier, diviser et soustraction, eh bien, ça veut dire qu'on l'a programmé à le faire. Et pour notre code minimal là qui affiche un message à l'écran, eh bien, c'est différent des opérations de base et c'est différent des 0 et des 1. Donc, il y a du code précompilé qui va permettre cela. Ça veut dire aussi ces bibliothèques-là, c'est des fonctions. C'est similaire, ce code précompilé, on le met dans une chambre bibliothèque. Et une bibliothèque, ça contient des livres. Dans notre cas, les livres, c'est des fonctions. La première fonction donc utilisée de ce code précompilé, eh bien c'est printf, qui permet d'afficher du message à l'écran. Vous l'aurez donc compris. Chaque chose qu'on veut faire avec un ordinateur, eh bien il faut lui expliquer. Fort heureusement, des programmeurs dans les années 70 qui ont introduit le langage C, eh bien ils nous ont fait ça à notre place. On n'aura plus qu'à inclure ces bibliothèques-là et les utiliser, sans pour autant recréer les fonctions de base et les reprogrammer pour les utiliser. Sinon, ça nous prendrait une autre décennie. Bien. On a dit maintenant que ces deux premières lignes-là, ce sont des directives de préprocesseur qui permettent donc, avec un dièse, avec un include, d'inclure quoi? Des bibliothèques du code précompilé. La première bibliothèque, elle s'appelle stdio.h. On l'a mis entre ce plus petit et plus grand pour que l'ordinateur reconnaisse que c'est une bibliothèque. Qu'est-ce que ça veut dire stdio.h? Ça veut dire Standard Input Output. .h, c'est le format, comme .x, comme .png, .jpg. Les bibliothèques ont ce format-là, ou plutôt les fichiers header. Ça s'appelle des fichiers header qu'on pourra définir plus tard dans notre cours. Donc, Standard Input Output, ça permet de afficher comme output du message à l'écran ou bien des nombres ou bien des opérations, comme elle permet d'accueillir en input des informations tapées sur le clavier. On verra comment cela est fait juste un petit moment plus tard quand on va introduire le némésis de printf qui est scanf. Printf donc, comme il permet d'afficher à l'écran,
Il fait partie de l'output parce qu'il affiche, il communique avec nous, il nous donne un résultat. Donc on parle d'output. Pour l'input, ça veut dire c'est nous qui entrons l'information et non pas l'ordinateur qui l'affiche pour nous. On utilisera scanf ou bien l'affectation quand on définira les variables plus tard. Mais n'attardons pas sur ces principes-là. Continuons maintenant dans notre code. De même, stdlib, c'est une bibliothèque de code précompilée. Je vous inviterai à rechercher ce qu'elle fait. Je vous poserai la question dans les cours. Pour la quatrième ligne, on a un int, on a un main et on a des parenthèses. Puisqu'on a ce mot int, eh bien c'est l'occasion de définir les types de base. Quels sont les types tout d'abord? Les types, ce sont les catégories d'informations qu'on pourra manipuler dans le langage C. Les types d'informations qu'on peut manipuler, eh bien, elles sont tout d'abord les nombres entiers positifs et négatifs qui sont contenus dans l'ensemble Z. Mais attention, l'ensemble Z, il est infini. La capacité de stockage de votre ordinateur dans la RAM, je ne parle pas du disque dur, mais dans la RAM, quant à elle, est finie. Donc attention, on n'a pas une capacité infinie de stocker des informations, on a une limite. Et ce type lui-même, il est programmé à une limite que je vais vous montrer juste un moment plus tard. Donc pour le type qui permet de manipuler les nombres entiers positifs et négatifs, eh bien il s'appelle int. I, N et T. Pour le second type principal et qui est relatif quant à lui au nombre entier, au nombre réel, donc l'ensemble R, eh bien c'est float ou double. Je vous expliquerai la différence entre float et double plus tard. Float et double, eh bien ils s'écrivent de cette manière-là. Donc on a float et double. Bien, on a tout d'abord défini ce que les int. On a dit que les int, deux points, c'est les nombres entiers, positifs et négatifs sous limite du type. Deux points. Et les choses qui vont permettre de définir cette limite, c'est soit on écrit int tout seul, on aura un limite du côté positif et du côté négatif. On aura long, long, et on aura short. Il y a d'autres adjectifs qu'on ajoute au type, mais ceux-là sont les plus principaux. Dans le langage C, on a le int, le long et le short. Ce sont tous des nombres entiers positifs et négatifs avec une limite, mais qui diffèrent selon que ce soit un int, que ce soit un long, que ce soit un long, que ce soit un short. Tout cela sera plus concret quand je vais vous montrer un tableau qui montre ces limites-là exactement. Pour les floats, ce sont les nombres réels, bien sûr, eux aussi sous limite. J'enlève ces commentaires puisque je vais effacer cela. Les nombres réels sous limite avec une précision simple. Double, eux aussi, ce sont les nombres réels, mais sous limite, mais avec une précision double. Point. Donc, pour tout ce qui est nombre, c'est ces trois-là qui sont les types principaux qu'on va travailler avec. Il y a d'autres types comme le char. Le char, ce sont les caractères qui se trouvent dans le clavier. Donc c'est tout votre clavier. Donc c'est les nombres, les lettres et les symboles.
Mais il y a déjà les types qui permettent de manipuler les nombres. Eh bien, la différence entre les nombres ici et les nombres là, c'est que là, les nombres, ils sont comme dessinés à l'écran. Donc, il n'y a pas, ils n'ont pas de valeur, mais juste question de caractère. On peut pas faire des opérations avec. On peut juste les afficher. Alors que ici, on peut faire des opérations avec. Les nombres ici sont traités de la même manière que des lettres et des symboles. C'est tous les touches que vous avez à l'écran. Vous sentirez l'utilité de char quand on passera au cours le chapitre de chaîne de caractères. Et on aura un dernier type qui est le bool. Le booléen, eh bien, ce sont des informations qui ont juste deux valeurs. Ces deux valeurs, c'est c'est soit true, soit false. Et voilà. Donc, ces quatre types, c'est un, 2, 3, ces cinq types sont les types de base. Ce sont les types d'informations qu'on pourra manipuler en langage C, soit sous forme de variables, soit sous forme de constantes, soit sous forme de tableaux, de listes, etc. Mais ici, c'est bien les types de base. On pourra s'attarder sur chaque type plus tard. Mais tout d'abord, comme je l'ai promis, je vais vous montrer un petit tableau qui montre les limites supérieures et inférieures de chaque chiffre. D'accord? Un petit pause s'impose ici. Bien, donc voici le tableau qui va vous donner les limites de chaque type. On va commencer par le type char, puisque c'est le plus petit. Eh bien, c'est soit on part de la valeur -128 vers la valeur 127. Comme je vous ai dit, le char, c'était les lettres et le symbole et tout ce que vous avez comme caractère dans votre clavier. Même si vous voyez ici des chiffres, en fait, ces chiffres-là, c'est une référence à une table qui s'appelle la table ASCII. Et chaque symbole dans votre clavier, eh bien, il y a un numéro associé à lui. Donc, par exemple, le numéro 128, eh bien, on aura par exemple la lettre D, ou bien le numéro 15 aura la lettre Y, ou bien le symbole plus. Je ne sais pas, il suffit de voir la table ASCII et voir chaque symbole et chaque caractère, à quel chiffre il est associé. Ensuite, on a unsigned char. Il faut expliquer tout d'abord unsigned, c'est quoi? Unsigned, comme unsigned, c'est un adjectif qu'on ajoute à un type de base pour enlever les nombres négatifs. On prendra juste les nombres positifs, mais comme les nombres positifs, ils ne constituent que la moitié de ce qu'il peut avoir comme information, eh bien, on aura deux fois cette capacité seulement du côté positif. Par exemple, ici, on avait de -128 à 127. La taille était de 255. C'était bien de -128 à 127. Si on fait la différence, on aura 255. Mais si on ajoute un sign, en n'utilisant que la partie positive, on doublera ainsi les capacités en positif, c'est-à-dire on aura de 0 vers 255. Eh bien, le signed, ça veut dire le contraire. Cette fois-ci, on aura la partie négative et la partie positive obligatoirement. Alors que l'essai libre, on a les deux choix. Par la suite, on aura le int. Le int, on a plusieurs choix pour le stocker. C'est soit -32 768 vers 32 767, qui est communément ça la taille en général, soit celle-là, 2 milliards 147 vers 2 milliards 147, etc. Ensuite, on a un signed int, donc de manière similaire, on prend seulement la partie positive et on la double. Et on commence du zéro au lieu de -32 000. Short, donc c'est cette partie-là, c'est la taille la plus petite, elle est associée à short. Unsigned, on va la doubler. Et long, ce sont des nombres codés sur 8 bits. Donc c'est 9, 2, 2, 3, 3, etc. 9, 2, 2, 3, 3. Il n'est pas indispensable de connaître ces limites, c'est juste question de culture générale. Vous n'avez pas besoin de connaître ça. En général, vous n'avez travaillé qu'avec des int maintenant. Et connaître ces nombres-là, c'est pas nécessaire. C'est juste à titre d'information. Pour les types double et float,
Eh bien, il commence de 1,2 à la 10 puissance moins 38 pour les floats et termine vers 3,4 10 puissance plus 38. Et leur précision, c'est 6 nombres après la virgule, puisque c'est des nombres réels. Donc, on a des nombres après la virgule, contrairement aux int, et int et long et short, qui sont des nombres entiers qui n'ont pas de chiffre après la virgule. Double, on a 2,3 à 10 puissance moins 308 vers 1,5 à 10 puissance plus 308, avec une précision de 15 nombres après la virgule, qui est deux fois supérieure, plus que deux fois supérieure à celle du float. Et voilà, en ce qui concerne leurs limites, on va pas trop s'attarder ici, on a les langues double, etc. Vous voyez ici, c'est cdatatypes, tutorialpoints.com, vous pouvez vous documenter ici plus tard. Donc, sans transition, revenons donc à notre code minimal. On avait défini donc les deux premières lignes, puis on est arrivé en int, et c'est là où je vous ai défini les quatre types de base. Voilà, qui étaient les int, les floats, les doubles, les chars et les booles. Bien. Après, on a un mot qui est main et deux parenthèses. Eh bien, sachez maintenant que pour l'instant, cette ligne-là qui est précédée d'un type d'information, de données en C et d'un nom, main, chaque chose écrite en noir, ça veut dire c'est un nom de quelque chose. Et deux parenthèses, comme je vous l'ai dit, les symboles, ils servent à spécifier ce que le type de fonction que fait les mots en C. Ici, on a un mot int en bleu qui est relatif au signe. On a un nom et les parenthèses. Toutes ces lignes-là, eh bien, c'est une fonction. Vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi une fonction en C pour le moment. Sachez tout d'abord que c'est très similaire aux fonctions mathématiques. Et on aura une occasion de les définir plus tard, plus précisément, et on s'attardera dessus dans les cours sur les fonctions. Mais pour l'instant, sachez juste que main, c'est une fonction. On appelle ça donc la fonction main. On a des accolades ouvrantes. Permettez-moi de faire un zoom. Déjà, on n'a plus besoin d'avoir ces lignes-là. Vous pouvez faire un pause et lire ça sur votre écran. Mais ils ne nous servent plus à rien. Donc, on ajoute ce type-là. On met main et les deux parenthèses. Puis, on ouvre des accolades et on les ferme. Entre ces deux accolades et entre cette écriture-là, vous aurez donc votre code. Chaque code que vous écrirez en C, eh bien, il contient ces deux premières lignes-là, qui sont les deux include, cette ligne-là avec le int main, ces accolades ouvrantes, ces accolades fermantes, et le return 0. Ces paramètres-là, ils ne vont jamais changer. Vous les aurez toujours. Donc, même si vous ne les comprenez pas maintenant, ce n'est pas grave. Il suffit de les apprendre. Comme j'ai dit, int main, c'est une fonction. Cette fonction, elle a plusieurs parties. La première, c'est la déclaration. Puis, on a les accolades ouvrantes et fermantes. Puis, on a le return 0. Le rôle des accolades ouvrantes et fermantes, c'est de savoir quand elle commence cette fonction et quand elle se termine. Comme tout notre code va être inclus dans la fonction main, eh bien, ça sera entre ces deux accolades-là que vous allez programmer. Et chaque fonction, eh bien, elle termine avec un return. Dans notre cas, c'est un return 0. Cette ligne, eh bien, elle veut dire que notre programme, il s'est terminé et qu'il n'y a pas d'erreur. Là, la fonction, elle va retourner au processeur la valeur 0 et il saura que tout va bien. C'est tout ce dont vous avez besoin de savoir pour l'instant. Et puis, on a notre fameux Hello World entre deux guillemets, entre deux parenthèses, et euh, précédé d'un mot qui est printf. Comme je vous l'ai dit auparavant, eh bien printf, elle appartient à la bibliothèque standardIO.h et son rôle est bien sûr d'afficher du message à l'écran. Donc, on définit printf, printf, deux points, permet d'afficher un message à l'écran. Plutôt pour être plus général, elle permet d'afficher à l'écran. Ce qu'on va afficher, ça peut être un message, ça peut être le contenu du variable, etc. On verra ça plus tard. Mais pour l'instant, sachez qu'elle permet d'afficher à l'écran. Qu'est-ce qu'elle affiche? Eh bien, c'est tout ce qui se trouve entre les guillemets.
On pourra enlever ce anti/n pour ne pas prêter confusion. On introduira l'anti/n plus tard. Sachez que, quel que soit ce que vous écrivez ici, donc, il va être affiché à l'écran. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me croire, on va le tester. On a Hello World, on peut changer cela à Bonjour Elsa. Faisons-le maintenant. Donc, on supprime ce Hello World et on fait un Bonjour Elsa. Regardons ce que ça va donner. Regardez donc, on a bien un Bonjour Elsa. Press any key to continue. On peut mettre Club Info is live. Qu'est-ce qui va s'afficher? Eh bien, Club Info is live. Tout ce qui est entre ces deux guillemets et ces parenthèses. Attention, vous êtes obligé de respecter cette syntaxe. Vous oubliez un guillemet, vous aurez une erreur. Voilà. Il y a ce petit carré en rouge. Et là, on vous dit que missing terminating guillemet character. Donc, il faut venir ici et l'ajouter. En langage C, il est impératif de respecter les syntaxes. Et chaque fonction qui se trouve dans les librairies, elle a une syntaxe propre à elle. On va introduire quelques syntaxes, mais l'Internet, elle est bourrée de documentation sur les fonctions, très en détail, que je vous encourage à explorer de temps à autre. Donc voilà, on a le résultat qui est Club Info is live. Et process return 0, ça veut dire que tout s'est bien passé. C'est relatif au return 0 qu'on avait auparavant. On a le temps d'exécution et press any key to continue qu'on aura à chaque fois qu'on termine l'exécution d'un code. Et voilà. Donc c'est tout pour ce qui est du code minimal. Donc je répète, on a les deux include, les directives de préprocesseur qui permettent d'inclure du code précompilé, prêt à être consommé dans notre programme. On a la fonction main qui se déclare comme ça. Il faut apprendre ça, on aura ça tout le temps. Tout notre code, il sera inclus entre ces deux accolades, ce int main ou et ce return 0. Tout ça, c'est des paramètres constants avec les directives de préprocesseur. Ce qui va changer, c'est ce qui se trouve avant le return 0 et entre l'accolade ouvrante du int main. Mais le include, tout ce que je vais sélectionner là, tout cela, eh bien, il est constant. Et c'est ici là où je mets des retours à la ligne, des nouvelles lignes, qu'on va écrire nos codes. Et le reste, il restera constant. Si vous ne comprenez pas avec ce que j'ai expliqué, c'est pas grave, mais apprenez-le. Et apprenez plutôt à programmer et écrire du code ici. Bien, on a maintenant défini le principe de d'affichage de messages à l'écran avec le printf. Maintenant, je vais introduire le principe de variable. Donc, reprenons rond 2. J'ai dit qu'on allait définir c'est quoi une variable. Eh bien, pour moi, j'aime bien définir une variable comme étant un espace dans la mémoire qu'on va assimiler à une armoire comme celle-là, avec des tiroirs. Et chaque tiroir, on peut dire que c'est un espace dans la mémoire que je vais réserver et que je vais remplir avec un type d'information spécifique. Rappelez-vous donc des types qu'on avait définis d'informations qu'on peut manipuler dans C. Donc, une variable, c'est un emplacement dans la mémoire que j'ai réservé et avec lequel je vais remplir avec un type d'information donné. On ne peut pas remplir un même espace avec plusieurs types différents. Non, on a cette limitation dans le langage et de spécifier un type bien défini avec, avec lequel on va remplir ces emplacements dans la mémoire. Bien sûr, on est limité à une information par emplacement. Et un emplacement, c'est un bit, sachant qu'une mémoire RAM de nos jours, elle peut contenir jusqu'à 64 gigabytes de mémoire RAM. Donc, ça vous donne un emplacement assez grand pour faire tout ce que vous voulez. Ne vous inquiétez donc pas de la mémoire utilisée pour l'instant. Pour l'instant. Dans la simplicité actuelle, vous pouvez utiliser autant de variables et autant d'emplacements mémoire que vous voulez.
Alors, une variable, c'est quoi? On a dit que c'était un emplacement dans la mémoire, mais possédant trois caractéristiques très importantes que je vais introduire un peu plus bas ici. Voilà. Supposons ça, c'est la mémoire. Et comme on l'a vu, c'était une armoire avec plusieurs tiroirs. Et chaque tiroir, on va l'assimiler à une variable. D'accord? Ce tiroir-là, il faut bien sûr préciser le type. Comme 16, c'est un nombre entier naturel, le type avec lequel on a rempli cet endroit-là, ce petit carré jaune qui est notre variable, eh bien, c'est un int. Mais c'est pas fini. Bien, on a un espace dans la mémoire qu'on remplit avec ce que l'on veut à condition de spécifier le type. Il faut donner une autre information qui est le nom pour que cet espace-là soit bien marqué et soit bien différent des espaces à côté. Il aura une petite étiquette. Par exemple, dans ce cas, on a créé une variable, donc réserver un espace dans la mémoire qui va contenir des int et qui s'appelle âge utilisateur. La syntaxe pour faire cela, je vais bientôt la présenter. Mais il faut comprendre pour le moment qu'une variable, c'est un emplacement dans la mémoire avec lequel on peut l'utiliser et le remplir avec un contenu. Ça veut dire une valeur de notre choix, à condition qu'elle respecte le type spécifié, car on n'a pas le droit de remplir un espace mémoire avec des types différents. Vous verrez pourquoi plus tard. Bien, les trois caractéristiques principales d'une variable, eh bien, c'est l'emplacement où elle se trouve dans la mémoire, car l'ordinateur il va chercher dans la RAM, par exemple, il va aller en mémoire, il trouve un emplacement où il peut trouver votre variable. C'est votre perception. Voilà. On a trois caractéristiques de base. Deux points. Le nom, l'adresse et le contenu ou valeur. Une petite image de la mémoire RAM sous forme de tableau nous serait bien bénéfique. Donc, supposons ça, c'est un modèle de la RAM. C'est pas très réaliste, mais c'est assez près pour comprendre. On a donc des adresses. Donc, ce sont des nombres qui caractérisent un endroit dans la mémoire. Ça commence de 0 vers, par exemple, pour une mémoire de 4 Go, ça commence de 0 vers 3 448, 3 milliards. Oui, je sais pas ce nombre, mais c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, c'est 3,4 à la 10 puissance 12 pour une mémoire de 4 Go, par exemple. Et on a, dans chaque case, on aura des valeurs. Comme vous le voyez, ces valeurs, elles sont aléatoires. Parce que à chaque fois que vous exécutez un programme, eh bien, il utilise de la mémoire RAM, comme par exemple Google Chrome. Google Chrome, il utilise de la RAM. Euh, Par exemple, on peut dire que Google Chrome utilise 300 mégas de la RAM. Donc, on aura des cases de 0 jusqu'à 300 mégas, jusqu'à 300 mégas, tous utilisés par Chrome. Et on aura dans chaque case des valeurs différentes. Mais quand on termine Chrome, eh bien, tous ces cases-là, ils redeviennent libres et peuvent être utilisés par d'autres programmes. Vous, quand vous exécutez votre code et que vous déclarez une variable, eh bien, cette variable, elle est déclarée dans la RAM, dans une adresse bien spécifique. Et la valeur, c'est vous qui la choisissez. Et c'est tout cela le concept de variable. Et bien sûr, la valeur, elle doit être entrée relativement au type spécifié. Bien, donc on dit que on a une adresse, on a une valeur, et puisque les adresses, ils ont un nombre, c'est un nombre assez compliqué pour nous à retenir, on a mis un intermédiaire qui est l'adresse en langage C. Donc, par exemple, on a un nom qui est facilement à retenir puisque c'est nous qui l'a créé. On a une adresse, et pour avoir accès à cette adresse-là, il suffit d'utiliser le nom avec un symbole que je vais définir plus tard. Mais sachez que vous n'aurez pas donc à retenir l'adresse. C'est des nombres en hexadécimal, des fois très compliqués. Donc il suffit de retenir le nom et bien sûr le contenu.
Ces deux paramètres-là, c'est nous qui les définissons. Ils seront donc simples à comprendre. Bien, on a dit qu'une variable, c'est donc un espace dans la mémoire qui a un nom, une adresse et un contenu. Comment maintenant créer une variable? C'est-à-dire comment demander à l'ordinateur de nous réserver un espace mémoire qu'on va remplir d'un contenu respectant le type spécifié. Eh bien, comme vous l'aurez deviné, il faut spécifier ce type, qui est la première étape lors de la déclaration d'une variable. On dit déclaration parce qu'on déclare, on dit à l'ordinateur, fais-moi ça, on lui déclare. La première étape serait donc de lui passer le type. Le type, par exemple, on veut stocker un âge. L'âge, c'est un nombre entier. Donc, pour les nombres entiers, on utilise le type int. Après, on lui donne un nom. Le nom, c'est nous qui le choisissons, ça peut être n'importe quoi. Mais pour qu'on sache ce que le contenu fait référence à, il faut lui donner euh, un nom relatif à ça. Par exemple, comme on veut stocker un âge, on va nommer cette variable âge. Si on veut stocker une note, on va nommer cette variable note. Si on veut stocker une moyenne, on la nommera moyenne. C'est à nous de choisir. Restons dans l'exemple d'âge. Donc on aura int âge et on termine cela par un point virgule. C'est quoi les points virgules? Eh bien, comme l'ordinateur, il ne sait que les 0 et les 1, point virgule fait partie de la syntaxe pour dire à l'ordinateur, voilà, ce que tu as avant le point virgule, c'est une instruction. Si tu ne lui donnes pas ce point virgule, il ne saura pas que ce que tu as avant, c'est une instruction. Et il aura un problème dans la compilation, vous voyez une erreur, comme celle-ci. Voilà, il vous donne un petit carreau rouge, il vous dit juste avant, on a besoin de soit un égal, soit de virgule, soit d'un point virgule, etc. Dans notre cas, c'est bien un point virgule qui va résoudre, qui va résoudre cela. Donc, bien. Euh, Maintenant, on a déclaré une variable, c'est-à-dire le processeur a demandé au système d'exploitation, Windows dans mon cas, s'il te plaît, réserve-moi un espace dans la mémoire que je vais utiliser pour remplir avec des int, qui est le type spécifié dans ce cas. Mais pour le remplir, on a une syntaxe bien définie elle-même. On a le choix. Soit on le remplit dès la déclaration. Par exemple, on ajoute maintenant le signe égal. Et on met par exemple 19 ans. Soit on le remplit dans une autre ligne toute seule. Et on met ici âge égale 45. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le processeur va aller à l'adresse de âge, ça veut dire son endroit dans la mémoire. Il va effacer le contenu qui existait avant. Il va y mettre 19. Ça, c'est pour la première ligne. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? On lui a demandé de partir vers la variable dont le nom est âge. Donc, via ce nom, il aura accès à l'adresse. Il la trouve dans la mémoire. Il va effacer le contenu qui était avant. C'était le 19. Il va y mettre à la place 45. Mais nous, lors de l'exécution, qu'est-ce qui va se passer si on exécute tout cela? Voilà, on n'a rien du tout. Ça veut dire toutes ces opérations, ils sont arrivés sans que l'ordinateur nous les communique. Donc, pour qu'on sache ce qu'il fait, ce petit cachotier, il faut lui demander de nous afficher ce qu'il fait. Et pour cela, on aura recours bien sûr à la fonction qui affiche sur l'écran, qui est printf. Donc, on tape print f, on ouvre les guillemets, comme on l'a fait pour hello world et bonjour, et etc. Mais qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut savoir ce qui se passe à l'emplacement de âge, à l'endroit âge, notre variable qu'on a créée qui est de type int. Pour cela, on a une syntaxe bien spéciale qu'il faut retenir. Ça peut vous sembler bizarre au début, mais quand vous l'apprendrez, ça viendra naturellement. Il faut spécifier à printf deux informations. La première étant le type de la variable. Il faut qu'il connaisse le type à afficher. Donc, on ouvre des guillemets, on met un petit pourcentage et on ajoute la lettre T. Ça,
c'est la première partie. Ça veut dire, et comme printf c'est une fonction, on a dit qu'elle avait besoin de deux informations. Ça veut dire deux arguments. Et les fonctions à deux variables. On met la première variable ici, on met une virgule et on ajoute la deuxième. Bien, là, qu'est-ce qu'on lui a donné? On lui a donné un type. On lui a dit, écoute, tu vas nous afficher un int. Mais dans la RAM, il y a des milliards de int. Il faut spécifier lequel. Et pour cela, il faut lui donner l'adresse. Et comme je l'ai dit, comme l'adresse est très compliquée, les programmeurs ont réalisé un petit intermédiaire en utilisant le concept de nom. Donc, on va lui donner le nom, mais pas seulement. Le nom tout seul n'est pas suffisant. Là, il faut lui donner l'adresse. Et en langage C, la syntaxe pour spécifier qu'on parle maintenant d'adresse, eh bien, c'est E commercial qui se trouve dans la touche 1 du clavier, plus le nom. Et on termine tout cela par un pourcentage F. Un autre concept très important dans la programmation, c'est l'ordre d'exécution du code. Eh bien, il commence de la première instruction tout en haut dans le début de la collade et il termine par le return 0 dans cet ordre-là. Ça veut dire qu'il va tout d'abord créer une variable de type âge et la remplir avec un nombre 19, écraser ce nombre-là et mettre 45 à la place, puis il va afficher le contenu de âge. Après cette étape-là, le contenu sera de 45. Mais si on veut qu'il affiche ça avant l'écrasage de 19, eh bien, il faut mettre un printf âge ici. Comme ça, il remplira ça de 19, il affichera le 19, il va écraser et mettre 45 et effacer 45. Printf, c'est notre indicateur. À chaque étape, on peut mettre des petits printf pour savoir ce qui s'est passé. D'accord? Une autre information sur le printf, un printf comme ça, il va nous donner un résultat qui est collé. Exécutons pour voir de quoi je veux parler. Donc, on va vers le build and run. Et on a des messages à l'écran. Je me suis trompé. En fait, il ne fallait pas donner l'adresse, et plutôt juste le nom. Je fais tout le temps cette erreur, je m'excuse vraiment. Et il suffit de donner le nom. L'adresse, elle est spécifiée dans scanf. Pardon. Je continue. Donc, on a un 19 collé à un 45. Ainsi, on a la première ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? On a réservé un endroit dans la mémoire qu'on a appelé H. Et on l'a rempli d'un 19. C'est pas obligatoire de le remplir maintenant. On peut juste faire ça. Et là, ce qui va être affiché ici, c'est aléatoire. Ça dépend de ce qui s'est passé à l'endroit où on a H avant. Quel programme l'avait utilisé. On aura donc une valeur aléatoire. Et puisqu'on a déjà rempli d'un 19 avant, eh bien c'est ça qui va être affiché. Puis, on a supprimé ce 19-là et on a mis à la place un 45. Ensuite, on lui a dit d'afficher le contenu de âge qui va être bien sûr 45. Seulement, ce qui s'est passé, voilà, on a eu un 99 qui est aléatoire. C'était la valeur juste avant l'utilisation de cet emplacement-là par nous. Et puis, on a un 45. Le problème, c'est que l'information contenue dans les deux printf, eh bien, elle a été affichée collée. Pour qu'il y ait un espace entre eux, il suffit de mettre un espace ici. Ainsi, on manipule ce qui va être affiché pendant la première partie. Si on met un espace ici, eh bien on aura un espace lors de l'exécution. On aura un 99 espacé d'un 45. Ça va? Voilà. On peut bien sûr, comme je l'ai dit, en même temps de déclarer, spécifier une valeur. Et là, on pourra mettre A égale, par exemple, 38. Et on aura, lors de l'exécution, un 38, puis un 45. Le 38, c'est le résultat du premier printf. Et le 45, c'est le résultat du deuxième printf. Chaque printf nous a donné le contenu de âge. Donc, cette syntaxe-là, de printf %d, âge, elle permet de afficher le contenu d'une variable.
que je répète, c'est un endroit dans la mémoire où on peut stocker des nombres entiers, ou bien des nombres réels, ou bien des caractères, ou bien des chaînes de caractères, ou bien des boolets, hein. Ça dépend du type qu'on a spécifié au début. Dans notre cas, on a spécifié le type int, donc on ne pourra stocker que des nombres entiers naturels. Positifs, bien sûr, ou négatifs. D'accord. Bon, si ce n'est pas trop clair, je vais recommencer avec un autre exemple. Cette fois-ci, c'est la même chose, seulement on va changer le type. Donc, on va mettre un float. Pardon, il faut mettre en minuscule, attention, pas en majuscule. Donc, un float. Et cette fois-ci, on va stocker une moyenne. Une moyenne, c'est un nombre avec une virgule, d'où la nécessité d'avoir un type float. Ici, donc, on a créé un endroit on a réservé un endroit dans la mémoire qui s'appelle moyenne et qui est de type float. Ça veut dire son contenu doit être un nombre float avec une virgule ou pas, un nombre réel. Là, on va remplir cet endroit-là avec une valeur. Et ce remplissage, on peut soit le faire ici et mettre par exemple 1654 comme valeur, ou on peut le faire là. Comme on l'a déjà fait avec âge, cette fois-ci, on va le remplir dans cette étape-là. Et pour voir le contenu de moyenne dans chaque étape, donc après déclaration, on verra ce qu'il y a dedans. Donc on utilisera un printf. Comme je l'ai dit, il lui faut deux informations. Tout d'abord le type. Et pour spécifier le type à printf, on utilise cette syntaxe-là. Pourcentage et une lettre. Cette lettre-là, c'est elle qui va spécifier le type. Avec les int, c'était D. Maintenant, pour les floats, c'est F. La deuxième information à donner, eh bien, puisqu'on lui a dit que maintenant, on va stocker des int, des floats, et on a, comme les int, des milliards dans la RAM. Il faut lui donner lequel. Et pour cela, heureusement, on n'a pas besoin de donner l'adresse, mais plutôt de donner juste le nom. Comme ça, il va aller directement vers l'endroit qui se nomme moyenne. Il va chercher cette valeur, il va chercher son contenu. Comme ici on a déclaré sans spécifier de valeur, la valeur dépend de cette case-là, son utilité avant. Ça veut dire le programme qu'il a utilisé avant, quelle valeur il avait injecté dedans. Et c'est elle qui va être affichée avec cette étape-là. Mais après avoir écrit cette instruction-là, on lui a ordonné de supprimer cette valeur ancienne et de mettre à la place le 1654. Et pour voir cela, donc, je ne vais pas ajouter de printf pour que vous sentiez pourquoi je le rajoute. D'accord? Si j'exécute ce code, qu'est-ce que j'aurai? Maintenant, ça ici. Voilà, donc, on a eu un 0. Ça veut dire la case moyenne avant notre déclaration, eh bien, elle était vide. D'où le 0 ici. Mais on n'a pas eu. Pourtant, on l'a bien rempli d'un 1654. Mais il n'est pas affiché ici. Pourquoi? Parce que le printf, il est avant cette étape. On lui a demandé d'afficher le contenu de moyenne avant de lui avoir affecté la valeur de 1654. Ça veut dire juste après la déclaration. Mais si on rajoute une ligne printf, donc pourcentage f, virgule, moyenne, pardon, donc c'est fermer les guillemets, virgule, moyenne. Et je continue avec un point virgule. Il faut fermer ça. Je réexécute. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 0 de tout à l'heure. À côté de ce 0, j'ai une nouvelle valeur. C'est le 1654 que j'ai attribué ici, avec des 001. Mais c'est pas grave. Comme vous le voyez, les deux valeurs, ils sont collés. Pour les décoller, il faut rajouter un petit espace ici.
Pardon. Donc, je répète, il faut ajouter un petit espace ici. Et là, quand j'exécute, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai j'aurai mon 0 du premier printf avec un espace. Cet espace que j'ai rajouté ici, eh bien c'est ça. C'est cet espace qui est entre le 0 et le 16. Et puis j'ai mon 1654 relatif au deuxième printf. Là, je pense que cet exemple, c'est clair maintenant. Comment on remplit le contenu d'une variable. Comment on lui ordonne de nous faire voir ce qu'il fait avec les printf. Là, je vais donner quelques noms techniques pour chaque opération. Lorsque on crée une variable, par exemple a, de type int, et qu'on écrit a reçoit 4, eh bien le égal, comme je l'ai dit, cette opération, c'est l'affectation. Elle s'appelle l'affectation, qui veut dire je remplis le contenu de ma variable avec le signe égal. Et cet égal-là, on ne le prononce pas égal, on le prononce reçoit. Aussi, on a deux parties de cette ligne-là. On a ce qui est à gauche. Et ce qui est à gauche, il faut le définir en termes d'un lieu. Donc, c'est un espace dans la mémoire auquel on va attribuer la valeur de 4. Donc, on lit A reçoit 4. Bien sûr, si on exécute ce code, eh ben, on n'a rien du tout. Pour voir cette valeur de 4, il faut ajouter un printf. Donc, on ajoute le printf. On spécifie tout d'abord le type. Donc, la même chose, c'est les guillemets. On ajoute un pourcentage et une lettre. Et c'est cette lettre-là qui spécifie le type. Dans notre cas, c'est int, donc c'est t. On ajoute une petite virgule. Et on ajoute le nom. Et hop. Voilà 4. C'est bien. Bien, donc après avoir défini le concept de variable, on va voir ce qu'on peut faire avec ce concept-là. Déjà, il faut connaître les opérations de base. On a plus, qui est bien sûr l'addition. On a le moins qui représente la soustraction. On a le multiplication qui est représenté par une étoile, qui se trouve juste à côté de la touche entrée, à gauche de la touche entrée. Multiplication. Et on a divisé qui est représenté par le slash. Le slash qui se trouve dans la calculatrice à droite. C'est la division. Et les résultats de la division, on en a deux. On a le quotient, et c'est lui qu'on obtient avec slash. Donc, je dis division avec, entre parenthèses, le quotient. Et bien sûr, on a un autre résultat qui est le reste. Et pour l'avoir, on utilise l'opération modulo qu'on a vu en arithmétique au lycée. Donc, c'est modulo. Et ça donne le reste de la division. Ceci est donc les opérations de base qu'on a en langage C. Le plus, le moins, le multiplier, le diviser et le modulo. Déclarons donc des variables, réalisons quelques opérations de base. Je vais déclarer deux variables a et b, tous deux de type int. Donc je fais int a et int b. Ou bien je peux faire, comme ces deux variables du même type, on peut faire a, b, point virgule. Ou bien int a, int b, comme ça. Tous les deux sont valables, mais pour faire court, il vaut mieux faire a, b, point virgule. Car les programmeurs, c'est des paresseux, et c'est cette paresse-là qui a permis de développer la programmation. Un programmeur, c'est quelqu'un qui va réfléchir à comment réduire 5 secondes
d'une tâche qu'il doit faire chaque jour, plutôt que de faire cette tâche-là. C'est toujours l'effort physique qui va en bas et l'effort moral qui est plus utilisé pour faire moins d'efforts physiques. C'est pour ça que la programmation, ça vous rend certes plus paresseux, mais en contrepartie, plus intelligent. Une opération serait donc de faire A plus B, ou de faire A moins B. Mais avant de faire ça, il faut définir leur contenu, d'où utiliser l'affectation avec le signe égal. Attention, on ne dit pas égal, mais on dit reçoit. Par exemple, on prend A qui reçoit un 13 et B qui reçoit un 12, ou bien un 8. B qui reçoit un 8. Si on veut avoir leur somme, on peut faire A plus B. Mais l'ordinateur, il ne va pas vous dire que j'ai fait cette somme-là. Il le fait d'une façon interne. Et pour lui ordonner de nous les afficher, il faut avoir recours à printf. Donc pour avoir la somme, ou bien la multiplication, ou bien la division, ou bien n'importe quelle autre opération, eh bien c'est simple. Il faut faire un pourcentage %d, une virgule, et on donne le nom. Comme ici, on veut faire la somme, eh bien c'est A plus B. Le résultat de ce code-là, eh bien c'est bien 21, qui est bien la somme de 13 contenus. Qui est bien la somme de 13 contenus dans A et de 8 contenus dans B. Si on affiche leur somme, eh bien c'est A plus B, qui nous donne un petit 21. Ce qu'on peut faire aussi, c'est afficher le contenu de A et de B, chacun tout seul. Mais il faut rajouter des informations à printf. Tout d'abord, il faut connaître combien de valeurs on veut afficher. Comme on veut afficher seulement la somme, on lui a donné un seul pourcentage d. Mais pour afficher la valeur de A et la valeur de B, il faut lui donner 2 pourcentages d. Aussi, le premier pourcentage d sera relatif à la première information entrée ici. La deuxième information, il faut rajouter notre virgule, et bien c'est B. Le premier pourcentage d est relatif à la première valeur avant la virgule, et le deuxième pourcentage d, c'est après la virgule. Il faut mettre donc, au lieu de mettre seulement A plus B, par exemple pour afficher seulement A, on peut faire comme ça. Pour afficher le contenu de A et B, chacun tout seul, on peut faire aussi un deuxième printf et recopier la même chose, mais au lieu de lui donner le nom de A, on lui donnera le nom de B en deuxième position. Seulement pour faire court, similairement à ce qu'on a fait ici lors de la déclaration, on peut supprimer cette ligne et juste rajouter un deuxième pourcentage d ici et rajouter la deuxième variable avec une virgule bien sûr pour qu'il reconnaisse que ça c'est une variable et ça c'est une autre variable. Il faut les séparer par des virgules. Comme ça, comme j'ai dit, cette partie-là, c'est elle qui permet de contrôler ce qui va être affiché. Comme ça, on aura la valeur de A collée à celle de B, donc il vaut mieux rajouter un espace pour les séparer. Lors de l'exécution, on a alors un 13, espace 8. Sachant que 13, c'est la valeur de A, donc c'est elle qui est affichée en premier, et B, et 8, c'est la valeur de B, c'est elle qui est affichée en deuxième. On peut bien sûr changer cet ordre-là en changeant l'ordre ici. Donc à la place de B, on met un A, et à la place de A, on met un B. Comme ça, on aura la première valeur, c'est celle de B, et la deuxième valeur, c'est celle de A. Regardons. C'est bien ça, on a un 8 et un 13. Revenons à l'exemple de la somme. Donc la règle c'est, on a autant de pourcentage d ici qu'on a de variables là. Comme ici on en a 2, et bien ici aussi on a 2 pourcentages d. Pour la somme, eh bien il faut se poser la question, on a combien de valeurs à afficher? Pour la somme, eh bien on a juste une seule valeur, d'où
Quand on fait A plus B, il suffit ici de mettre un seul pourcentage D. On exécute et on a bien sûr le 21 qu'on a eu tout à l'heure. Ça vaut aussi pour une multiplication. Donc c'est le nombre 104. Ça vaut aussi donc pour la division. Et hop, on a un petit 1. C'est bien le quotient de la division de 13 par 8. Voilà, 13 divisé par 8. Et le reste, avec modulo, qui est 5. Mais si on veut juste le quotient, mais le quotient réel, ça veut dire la division avec le nombre, avec la virgule. Ça veut dire 13 sur 8 comme étant un nombre avec une virgule. Eh bien, il faut travailler dans ce cas avec des floats. Venir ici et changer le type parce qu'on aura un pourcentage F et non, on ne veut pas le reste puisque là, on veut juste le quotient réel. Et là, on aura le 1,62500. C'est une fraction infinie affichée. Il est nécessaire de faire un float et ici de mettre un pourcentage F au lieu du pourcentage D précédemment. Voilà ce qui est pour les opérations de base. Mais on a aussi un deuxième choix. On peut par exemple stocker la somme de A et B dans une troisième variable. Par exemple, on va déclarer une variable ici de int qui s'appelle C par exemple, où on va stocker le résultat de l'addition. Et là, on va dire que au lieu de C reçoit 13 plus 18, on peut faire soit ça. Mais c'est bête, là on n'utilise pas le concept de variable. On pourra faire C reçoit A plus B. Et là, on laisse l'ordinateur trouver A et voir son contenu, et B et son contenu. C'est là où on sent vraiment le concept de variable. C'est des containers où ce qu'il contient, eh bien, il change d'après ce que l'on veut. Il y a ce concept de changement dans le concept de variable. Donc, quelque chose qui varie, qui change, c'est dynamique, ça bouge. Pour afficher ça, eh bien, comme c'est un int, il faut lui demander pourcentage D, pardon. Un int, on affiche avec un pourcentage D, je me suis trompé, j'ai mis C. Et on ajoute ici le nom de la variable, qui est C. On aura le 21, comme on l'a fait pour A plus B ici. Voilà, et ça aussi c'est valable pour toutes les opérations. Donc si on change en multiplication, on aura le 104. Et si on change en division, on aura ici le quotient réel qui est de 1. Si on veut que ça soit le quotient entier plutôt. Si on veut le quotient réel, ça veut dire la fraction avec le nombre et la virgule, il faut que C soit casté en float. Ça veut dire on transforme le C, même si c'est un int, arrivé à cette étape, on lui ajoute un entre parenthèses float. Et là, on réalise une petite conversion locale. Ça veut dire au niveau de cette ligne, C sera traité comme un float. Et là, on aura le quotient avec la virgule. Voilà. C'est bien. Donc, on a appris que les variables, c'est des endroits dans la mémoire qu'on peut remplir, supposant un type spécifique. Mais des fois, lors des problèmes, et comme le problème, c'est le problème que j'ai posé dans les cours, c'est le problème de calcul de la moyenne, sachant des notes et des coefficients. Donc, tout d'abord, on va écrire un programme qui va nous permettre de faire cela. C'est-à-dire, on déclare un endroit dans la mémoire qui va nous permettre de stocker ces notes-là. Int, par exemple, une note 1. Supposons on a deux notes, note 1, note 2. Et comme on travaille qu'avec des nombres entiers réels,
des nombres entiers naturels, on peut tout déclarer en une seule ligne, comme je vous l'ai montré avant. On a note 1, virgule note 2, virgule coef 1, virgule coef 2. Bien, donc on a un endroit dans la mémoire où on peut stocker des notes et des coefficients. On connaît tous la formule pour calculer la moyenne. C'est note fois coefficient divisé par la somme de tous les coefficients. Bien sûr, en haut, on a sigma des notes fois les coefficients divisé par sigma des coefficients. On va essayer d'écrire un programme qui va nous permettre de faire cela. Voilà. Là, vous commencez à toucher dans la programmation. On a défini les printf, on a défini le concept de variable, on va pouvoir l'appliquer dans cet exemple. Bien. On a réservé nos espaces mémoire. Maintenant, il faut les remplir. La première méthode que je vous ai montrée pour le remplissage, on l'appelle, c'est un remplissage avant l'exécution. Ça veut dire qu'on définit le contenu des variables avant exécution, avant d'appuyer sur le build and run. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On prend des notes au hasard avec des coefs au hasard. Par exemple, la première note, c'est un 14. La deuxième note, on dit c'est un 8. Le premier coef, on dit c'est un 1. Le deuxième coef, on dit c'est un 2. Et là, il suffit d'afficher le résultat, de cette opération. Ça veut dire calculer la moyenne. Pour calculer une moyenne, eh bien, il faut entrer cette opération-là, qui est sigma des notes fois les coefs divisé par la somme des coefs. Pour cela, on a deux choix. Soit on l'affiche directement, on fait un printf. Et là, on met un pourcentage f, puisque ça sera une fraction. Quand on parle de division, il faut toujours penser à remplacer les int par des floats. Ici, on va donner donc un pourcentage f. On fait une note 1. Comme on n'a pas de fraction, c'est pas très lisible. Il faut écrire avec les parenthèses. Donc, on a la note 1 multipliée par le coef 1 plus la note 2 multipliée par coef 2. Attention, quand vous réécrivez les variables, il faut faire attention que c'est les mêmes noms que vous avez déclarés. Sinon, vous aurez des erreurs. Coef 1, c'est comme ça. Note 2, c'est bien comme ça. Je ne me suis pas trompé. Coef 2, c'est bien comme ça. Je ne me suis pas trompé. Voilà. Et tout cela, eh bien, il est divisé. Eh bien, tout cela, il est divisé par sigma des coef, qui est donc coef 1 plus coef 2. Là, c'est bien l'opération pour calculer la moyenne. Donc, on demande à l'ordinateur de nous afficher cela. Voyons ce qu'on aura. On a un petit... Ah, pardon, j'ai oublié le point virgule. My bad, sorry. Ah, on a un petit 0. Il vient d'où ce petit 0? Eh bien, il vient du cast de type. Comme j'ai dit, eh bien, ça vient du cast du type. Il faut donc, comme je l'ai fait avant, ajouter le petit float ici. Et là, on aura un résultat. Pourquoi on fait cela? Parce que pour l'ordinateur, des opérations qui manipulent que des int, eh bien, le résultat, c'est obligatoirement un int. Et comme cela, il ne va pas calculer le quotient, mais plutôt, il va pas calculer le quotient réel, mais plutôt juste le quotient entier avec le reste. Et c'est pour ça qu'on a eu le 0. Alors, pour avoir la moyenne avec la virgule, il faut tout d'abord changer le pourcentage d ici en f et faire l'opération de cast qui va faire la conversion locale de toute cette expression en float. Si on exécute, on aura bien notre moyenne. Bien. Et c'est là où je veux mettre en avant un deuxième volet du problème. Et ce volet-là, eh bien, c'est le remplissage, c'est le timing de remplissage des variables. Comme vous le voyez ici, on a rempli nos variables en utilisant
l'affectation avec le signe égal. Ça veut dire ce qui est à gauche, eh bien, il reçoit ce qui est à droite. Et son contenu devient, par exemple, dans le cas de note 1, 14. Et ce remplissage, eh bien, on l'a fait avant l'exécution. Ça veut dire lors de la rédaction du code, avant d'appuyer sur ce bouton-là. Alors que, des fois, il faut écrire des programmes qui va demander à l'utilisateur, le consommateur de ce code. Par exemple, vous programmez pour un administrateur qui a comme information des notes. Eh bien, c'est à lui d'entrer ces notes. Alors que nous, lors de la rédaction du code, on ne connaît pas ces notes-là. On n'aura accès donc à ces notes-là jamais. C'est seulement lui, l'administrateur, notre client, c'est lui qui a le seul qui a accès à ces notes. Alors que cet administrateur, il n'a aucun savoir sur la programmation. Il nous faut donc une solution qui permet de remplir ce contenu, mais après l'exécution. Laissons donc euh, la première ligne qui réservait pour nous des endroits dans la mémoire avec note 1, note 2, coef 1, coef 2. Mais maintenant, il ne faut pas les remplir avec le signe égal, parce que ça va les remplir maintenant, alors que le remplissage, il doit se faire après l'exécution, après la livraison du code vers l'administrateur. C'est là tout l'intérêt de la fonction scanf, qui appartient à la librairie Standard Input Output. Contrairement à printf, qui est dans la famille output, ça veut dire qui affiche, eh bien, scanf, c'est une fonction qui reçoit les informations. Mais quand? Après l'exécution du code. Donc, scanf, elle est très similaire à printf pour la manière dont elle agit. Donc, regardez ce qui va se passer, c'est très intéressant. On spécifie tout d'abord le type. Par exemple, on veut remplir note 1. Et deuxièmement, c'est l'erreur que j'ai commise tout à l'heure. Là, il faut entrer l'adresse. Scanf, pourcentage T. Et là, comme deuxième information à donner, on lui donne l'adresse. Et l'adresse, en langage C, c'est en utilisant le E commercial et en utilisant le nom. J'ai oublié un. Donc, cette expression-là, ça veut dire l'adresse de note 1. Note 1 tout seul, c'est ça qu'on utilisait pour printf, mais pour scanf, il faut ajouter le petit E commercial, la touche 1 du clavier. Et là, on va voir ce qui s'est passé après cette ligne en utilisant le printf. Pourcentage D. Là, vous allez voir la différence entre printf et scanf. C'est très clair. Attention, je n'agis maintenant que sur note 1. Note 2, coef 1, coef 2, je ne les ai pas touchés jusqu'à maintenant. C'est juste note 1. Donc, pour scanf, euh, on a pourcentage D et l'adresse. Pour printf, pourcentage D, note 1. Sachant que scanf, j'ai dit, elle permet de recevoir des informations. Ça veut dire ce qui va être tapé à l'écran lors de l'exécution, il va être stocké, reçu. Mais où il va être stocké? Il va être stocké dans l'adresse de note 1. Ça veut dire il va remplir note 1, mais après exécution. Eh bien, comment? C'est simple, lors de l'exécution, on n'a pas directement un affichage. On a un petit curseur qui nous permet d'écrire. Ce qu'on va écrire maintenant va être stocké dans note 1 via scanf sous condition qu'on respecte le type. Attention, toujours respecter le type. Ça veut dire on a le droit que d'entrer des nombres entiers. Par exemple, on veut stocker la note 19. Ça peut être n'importe quel nombre entier, mais puisqu'on parle de note, on va donner une note. 19, si on fait entrer, on a eu un autre 19. Et ce 19-là, eh bien, il est relatif au printf, puisqu'on a demandé de tout d'abord stocker quelque chose dans note 1, et puis d'afficher ce contenu. Puisqu'on a stocké 19, eh bien, on a eu 19. Si on stocke 2345, 789, je ne sais pas quoi, on aura 2345, 789, je ne sais pas quoi en retour. Puisque ce qu'on a stocké dans note 1, eh bien, on l'a affiché avec printf. Donc, c'est ça, scanf. Elle permet de remplir le contenu du variable, mais cela après exécution, contrairement à cette manière-là, qui était note 1 reçoit 45. C'était nous les programmeurs qui donnons
la valeur de note 1. On a directement 45. L'administrateur, il n'a rien à faire. Il a juste un message à être affiché. Alors que avec scanf, on lui donne le choix. Vas-y, c'est toi qui remplis. Tu mets ce que tu veux. Et c'est ça qui va être rempli à la place de note 1, puis utilisé plus tard dans le code. Et c'est cette notion-là qu'on va utiliser pour remplir nos variables, note 1, note 2, coef 1, coef 2. Seulement, le petit administrateur, il ne veut pas savoir que ce curseur-là qui marche pendant l'exécution, il faut qu'il montre des valeurs. Donc, on lui affiche quelques messages dans l'écran. N'affectant rien ces messages, no code. C'est juste quelque chose qui va s'afficher. Euh, Entrée, s'il vous plaît, les valeurs. Entrée, la note 1. Entrée, s'il vous plaît, la note 1. Ça peut être n'importe quoi. Et là, ce qu'il va entrer, on va le stocker dans note 1, puis on va l'afficher pour voir ce qui s'est passé. Donc, j'ai oublié un point virgule, encore une fois. Donc, entrez s'il vous plaît la note 1, je fais un petit 19. Et là, j'aurai le 19 affiché, ça veut dire il a bien été stocké dans l'espace note 1. Là, on fait la même chose pour note 1, coef 1, note 2, coef 2. Ça veut dire on refait la même chose 4 fois. Là, on a note 2, on a coef 1. Entrez s'il vous plaît le coef 1. Là, donc, ce sera coef 1. La même chose ici, c'est note 2. Là, c'est coef 2. Voilà. Donc, ce qu'on aura à l'écran, c'est on exécute. Ah, je me suis trompé, c'est coef avec. Il est important de ne pas se tromper dans la syntaxe. Donc, entrez la note 1. Par exemple, c'est un 14. Entrez le coef 1. Par exemple, c'est un 2. Entrez la note 2. Par exemple, c'est un 15. Puis plus loin 17. Entrez le coef 2. Prenons 3. Et voilà. Donc, ce qui s'est passé, on a rempli les endroits note 1, coef 1, note 2, coef 2 dans cet ordre-là. Attention, l'ordinateur exécute vos instructions de haut en bas. Et là, après avoir permis à l'administrateur ou l'élève de donner ses notes et ses coefficients, il faut lui rendre en sortie leur moyenne. Donc, on ajoute la ligne de code printf, pourcentage f. On n'oublie pas de casse, bien sûr, comme on l'a vu avant. Et on écrit la formule mathématique qui était de note 1 multiplié par coef 1 plus note 2 multiplié par coef 2, le tout divisé par, donc on ajoute deux grandes parenthèses, le tout divisé par la somme des coefficients qui sont coef 1 plus coef 2, et on ferme la parenthèse. Il faut ajouter une autre parenthèse, voilà. Donc, on a la parenthèse de notre 1 coef 1, la parenthèse du numérateur. Il faut ajouter une parenthèse du dénominateur, voilà. Et la parenthèse du grand printf. Il faut faire attention ici, ça peut être déroutant au début. Mais comme vous le voyez, vous sélectionnez, vous avez la parenthèse les deux parenthèses qui sont liées. Voilà, ça c'est le dénominateur. Et voilà. Maintenant, regardez, j'ai oublié un point virgule. C'est quelque chose qui va arriver très souvent. Regardez ce qu'on a réussi à créer. On a créé un programme qui permettra à chaque fois de remplir les notes et les coefficients et d'avoir, pour ces notes-là qui sont remplies après l'exécution, une moyenne relative à eux. Donc, par exemple, un mauvais élève qui a eu un 3 et le coefficient c'est 1,
mais qui a eu un très bonne note dans l'autre, c'est 19, avec un coefficient de 4. Eh bien, il aura comme moyenne 15,80, puisque le coefficient de la deuxième note est supérieur à celui de la première. Essayons avec d'autres, par exemple un 20 pour un coefficient de 1, un 16 pour un coefficient de 3. On aura une moyenne de 17. Voilà. Donc c'est un petit code qui permet de calculer la moyenne. Et ça a aussi mis en valeur le concept de avant exécution et après exécution. Je pense que ça sera tout pour ce petit récapitulatif. Pour ce qui est du chapitre sur les structures de contrôle, qui est le nouveau chapitre que j'ai débuté le vendredi, je vais le répéter le lundi. C'est déjà assez long comme ça. Et voilà, merci pour votre attention.